Salut Benoît! Salut Maurice, comment tu vas? Eh ben écoute, je suis très très honoré de t'avoir sur l'alignement aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'avais envie de t'avoir parce que t'es quelqu'un qui m'inspire beaucoup déjà sur LinkedIn. On en parlera, mais t'es très actif. Et pourquoi tu m'inspires beaucoup et j'avais envie de t'avoir sur l'alignement parce que t'incarnes, je trouve, une nouvelle génération aussi d'entrepreneurs qui s'intéresse de plus en plus, on va dire, à la santé physique, santé mentale, qui parle de potentielles difficultés qu'il a pu avoir, d'épuisement professionnel, de burn-out. Tu prends des bains froids, et ça j'avais envie d'en parler avec toi. Voilà, tu fais beaucoup de sport. En fait, tu incarnes une nouvelle génération en France, en fait, qui parle de l'importance, en fait, de prendre soin de soi pour être performant au quotidien, être créatif, être focus, prendre des bonnes décisions. Et je trouve que tu vois, aux États-Unis, c'est quelque chose, si tu suis un peu tous les Américains, les entrepreneurs américains qui sont connus, on en parle beaucoup. En France, on est très timide par rapport à ça. Et je trouve que tu incarnes un peu ce nouveau mouvement où, bah voilà, tout le monde, grâce à toi, s'est remis à marcher, tu vois, notamment. Je rigole avec ça, mais pour ceux qui ne te suivent pas, pour placer un peu le contexte, bah, voilà, tu as souvent évangélisé la pratique de la marche pour être créatif, bien dans ta tête, bien dans ta peau, tout ça, tout ça. Mais ce que je propose peut-être, Benoît, c'est est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore Ah bah avec grand plaisir. Merci pour cette intro. C'est euh, pareillement un honneur d'être reçu sur ce podcast. C'est trop cool. Ça fait trop plaisir d'ailleurs de pouvoir parler bah, de d'alignement pro-perso et de l'importance de la santé parce que comme tu l'as dit, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur en fait pour tout un tas de raisons qu'on va creuser ensemble. Si je devais me présenter succinctement, je suis un papa, je suis un conjoint, je suis un entrepreneur. Je me définis pas comme entrepreneur ad vitam aeternam. Aujourd'hui, c'est ce que je fais et Ouais. je m'éclate en le faisant. J'ai une boîte qui s'appelle Skelesia. On aide les boîtes, enfin, on aide nos clients, donc des boîtes pour l'instant B2B, demain à B2C aussi, à grossir sereinement avec une méthode et un accompagnement de notre création qui génère plein de résultats trop trop cool. Si vous voulez plus de détails, il y a mon site et tout, mais là c'est pas forcément le sujet. Mais voilà, grosso modo, euh, pour faire la boucle avec le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, je me suis très très vite rendu compte qu'il y avait une énorme corrélation entre le degré de stress latent et chronique et le degré de désalignement pro-perso d'un entrepreneur et sa propension à prendre des Ouais. décisions pourries qui amènent des résultats pourris. Donc je me suis rendu compte que plus tu allais sacraliser cet équilibre-là, meilleures tes chances d'avoir des résultats probants sur la durée, à court, moyen, long terme, est élevé. Et donc, en fait, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, c'est même plus un cadeau New Age que tu te fais, Hmm. ça devient du bon sens business. Ouais. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'amener dans la boîte. C'est le fait d'arrêter de se cramer, parce que c'est bien de se cramer à court terme. Il y a des moments où il faut se mettre dans le rouge. Hmm. J'y étais encore là, enfin voilà, j'ai passé 3 mois dans le rouge parce qu'il y avait un certain nombre de problématiques à régler. On est des Ouais. entrepreneurs, donc on a à un moment donné des coups de feu, des incendies qu'il faut éteindre. C'est normal. Par contre, à un moment donné, il faut revenir à une certaine homéostasie, un certain équilibre et sacraliser ça le plus possible. Se traiter comme des athlètes de haut niveau avant tout, en fait. Hmm. J'aime beaucoup cette image. Moi, c'est souvent cette image que je prends parce que tu vois, au final, c'est assez commun dans le sport de haut niveau d'intégrer le repos quand on veut chercher de la très haute performance, et tout le monde comprend à peu près ça. Mais dans la sphère entrepreneuriale, jusqu'à il y a peu de temps, et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont ce modèle-là, on comprend pas en fait cette idée de, ok, on va aller chercher de l'intensité très fort, mais on va aussi aller chercher du repos très fort. En fait, c'est une alternance un espèce de marathon en format sprint en fait. C'est en fait, tu vas chercher un repos très fort, une intensité très forte, et c'est comme ça, bah, comme tu le disais, que tu reviens à l'homéostasie et que tu vas créer en fait une charge positive qui va permettre de la croissance, un peu comme en musculation. Je sais que tu parles souvent de ça à travers tes posts, et je pense que c'est un bon parallèle à faire entre, bah voilà, pour ceux qui pratiquent la musculation, ils comprennent très bien cet intérêt-là, d'aller progressivement aller chercher des intensités très fortes pour derrière
pouvoir en fait améliorer en fait ton corps, ta résilience. Pour moi, c'est vraiment essentiel, tu vois. Et le fait d'avoir des gens comme toi qui en parlent ouvertement, ça permet aussi de casser l'ancien mythe que moi j'ai vu beaucoup quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur il y a 5 6 ans, tu sais, je suis passé par Station F, les levées de fonds, et c'était ce truc-là de, en fait, no pain, no gain, on prend pas de pause, si tu fais du sport entre midi et deux, en fait, tu bosses pas, en fait, on n'avait pas... je trouve que ce discours-là, pendant des années, il a fait beaucoup de mal à à énormément d'entrepreneurs, tu vois, qui adulaient des modèles comme on bosse des centaines d'heures par semaine, mais il n'y avait pas ce contre-pied de dire, ok, bah, on fait aussi du sport à côté, on prend aussi des moments de repli pour réfléchir sur sa boîte, sur la stratégie de sa boîte. Et pour moi, c'est essentiel, parce que sinon, tu vas dans le mur, quoi. C'est marrant parce que là, j'ai un argument définitif et neuroscientifique contre, Ok, contre cette vendetta à l'intention du sport. Euh, et comme quoi, c'est absolument pas compatible avec l'entrepreneuriat ou avec le taf. Tu prends des gens dans la rue, tu leur fais faire une séance de sport intensif, tu vas mécaniquement augmenter de l'ordre de 20% leur capacité de mémorisation. C'est mécanique, c'est physiologique. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'envoies le signal à ton corps que là, il y a quelque chose qui se passe. Parce que tu vas faire monter ton cardio, parce que tu vas faire monter ton cortisol, parce que en gros, tu vas, avec l'effort que tu es en train de fournir, tu vas bouleverser ta chimie interne. ouais. Donc, tu vas subir un stress physiologique qui va signaler à ton corps, dont les algorithmes internes sont encore très archaïques, quoi, que là, potentiellement, il y a un tigre à dents de sable qui est en train de te courser. Et donc, il va se mettre en alerte intellectuelle, justement pour être à l'affût du moindre apprentissage, de la moindre information qui va pouvoir lui aider à s'en sortir. Et en fait, mécaniquement, tu vas améliorer ta capacité de mémorisation. Donc en fait, moi, ce que Ouais. j'ai envie de dire aux entrepreneurs de Station F, c'est tu vas être plus sharp pour ta journée, bah, va te faire un gros intervalle training le matin. Ensuite, tu te prends une douche, tu manges correctement, et tu vas voir que bizarrement, eh ben, ta journée, elle va passer, mais déjà à une vitesse folle. Tu vas être vachement plus productif, tu vas être vachement mieux dans ton corps, donc vachement mieux dans ton esprit, et tu vas décupler tes capacités intellectuelles, enfin décupler, tu vas les augmenter mécaniquement Hmm. de 10, 20, 25%. Donc voilà, si j'ai un argument à donner, ce serait celui-ci. Ouais, non, mais c'est... De toute façon, tout le monde, tu sais, on vit dans une société, on a besoin d'avoir une justification scientifique pour tout, alors qu'en soi, c'est un peu du bon sens, j'ai envie de dire. On n'est pas fait pour rester assis derrière un écran toute la journée. On est fait pour bouger, se dépenser. Donc en fait, c'est des choses, et tout le monde le sent. Tu vois, une fois que tu as fait du sport, tout le monde se sent bien derrière. Tu sens que derrière, tu dors mieux. Tu sens que tu vas être plus productif dans ce que tu fais. Moi, je suis comme toi. Je vais chercher toutes les études neuroscientifiques. Je m'intéresse beaucoup aux études parce que c'est comme ça que les gens aujourd'hui ils se mettent en mouvement. En tout cas, tout ce que j'appelle un peu la sphère entrepreneuriale dirigeant, qui sont des gens comme nous très pragmatiques, toi, qui ont besoin de ça. Mais au final, si tu réfléchis juste un petit peu, on n'est juste pas foutu pour bosser 70 heures derrière un ordinateur sans breaker un petit peu, sans marcher, sans aller faire du sport, sans stimuler autre chose que ce qu'on stimule derrière un écran et quand on monte une boîte, quoi. Donc, ça me paraît essentiel, mais juste pour revenir un petit peu, toi, qu'est-ce qui t'a amené à... Tu vois, est-ce que tu as toujours été dans cette logique-là quand tu as entrepris, tu prends soin de toi, tu as ton sport, tu as tes routines, tu manges bien, ou avant c'était pas du tout ça? Alors, ça s'est fait en deux grandes étapes. Euh, j'ai eu une adolescence qui, hormis la quantité de clopes assez importante quand même que je Ok, fumais, j'étais genre the gros fumeur de mon entourage et j'étais même pas ok. majeur, tu vois. Je m'en sortais plutôt bien niveau excès, c'était plutôt... Sauf que je dormais très très peu. J'ai toujours des gros problèmes de sommeil, donc je dormais très peu la nuit. Genre en première, je dormais 2-3 heures par nuit, tu vois, c'était compliqué. Ah, ok, ok. Ouais, vraiment. Donc, donc c'était assez intense.
j'ai eu une post-adolescence où je me suis bien éclaté, on va dire. Et parce que j'ai fait mes études en Angleterre, donc donc j'ai rattrapé un peu. Et forcément, ça allait de pair avec un marasme physiologique et donc psychologique qui était pas au top. Donc, autour des 20 ans, je me suis repris en main, j'ai arrêté l'alcool. J'ai quelques mois plus tard arrêté la clope d'un coup, que j'ai jamais reprise. Je me suis mis au sport, j'ai perdu 18 kilos à l'époque, Ok. en quelques mois. Et là, je me suis mis à la muscu. Changement, mais radical, où euh, pendant quelques mois, enfin vraiment, j'étais en mode mille planes, vraiment le bon Ouais. bro, tu vois. Ouais, ouais. Je m'essayais de me renseigner, mais bon, je débutais en muscu, donc j'essayais de me renseigner, de faire les choses bien, mais j'avais mon mille planes où je mangeais tous les jours la même chose. Poulet Euh, brocoli. Pas, alors, je variais quand même. Je variais, j'avais quand même. Je fallait faire 6 repas par jour, donc j'avais de Quand même. quoi apporter un peu de variété quand même. Mais bon, c'était. Je me levais le matin entre 6h et 6h30, je me couchais le soir à 22h, j'étais encore en Angleterre. C'était un moyen aussi de couper avec l'Angleterre, avec lequel Hmm. j'en avais un petit peu marre, quoi. Donc, bref, j'ai commencé comme ça. Donc, première phase de reprise en main de mon lifestyle. Et puis ensuite, j'ai toujours maintenu ça à plus ou moins 20% en termes de rigueur, quoi, Ok. grosso modo. J'ai jamais arrêté le sport, j'ai jamais arrêté de tenir les grands principes de la diète, même s'il y a des périodes où je compte Hmm. pas mes calories, et à chaque fois que j'arrête de les compter d'ailleurs, c'est mécanique, je reprends du poids, c'est incroyable, Ok. parce que j'aime bien manger. Bon bref, et donc en gros, j'ai acquis à ce moment-là les premiers principes qui me permettent d'avoir un lifestyle cool. Je bois très peu, sauf au Hellfest. Mais je bois pas, je fume pas, donc j'ai un mode de vie qui est de base est plutôt sain. Ça me permet de sacraliser aussi mon sommeil, parce que sinon je peux pas suivre mes entraînements. Je me suis jamais entraîné moins de 3 fois par semaine en 8 ans. Donc Waouh, grosso super. modo, on en est là, tu vois. Euh, et ensuite, il y a une deuxième phase où là, bah, j'ai dû inviter ces premiers principes au sein d'un apprivoisement de mon ethos professionnel, dans la mesure où moi, j'ai Hmm. jamais été salarié. J'ai commencé direct en tant que freelance à la sortie de l'école, de mon école de mon MBA. Et donc, j'ai jamais eu ce réflexe-là. Enfin, tu vois, je connais pas la vie de bureau ou très peu. J'ai fait quelques stages quand j'étais un peu plus jeune, mais je connaissais pas, tu vois. Et Hmm. donc, très vite, bah, j'ai dû faire avec mes armes. Et donc, je me suis inspiré de mon lifestyle et des préceptes, notamment de la musculation. Où, bah, en musculation, ce qui est dit, c'est que la progression, elle n'est pas linéaire parce que l'effort n'est jamais linéaire. Tu vas jamais progresser, tu vas jamais progresser de façon constante. En musculation, tu as une mécanique qu'on appelle de la surcompensation, qui va faire que c'est au terme d'une certaine période, d'un certain cycle, avec une certaine méthodologie d'accumulation de fatigue, d'effort, de stress, que ton corps va se mettre en état d'alerte et va Hmm. synthétiser du muscle, grosso modo. Et donc c'est pour ça qu'en sport de force, on réfléchit en cycle d'entraînement, où tu vas moduler ton effort à la hausse, ton volume d'entraînement à la hausse, tu vas faire toujours plus de séries, toujours plus dur et tout pendant une certaine période de temps qui va durer en fonction de ton niveau d'expérience de quelques semaines à quelques mois quand t'es plutôt Ouais. débutant. Et au bout d'un moment, en fait, tu vas atteindre un état qu'on appelle d'overreaching, où il n'y a pas d'équivalent en français, où en gros, tu vas aller au-delà de ta capacité de récupération à un instant T pendant une petite période de temps, ce qui va être suivi ensuite par une période de deload, donc de décharge, où là, De tu vas te décharge, ouais. reposer. Pour te reposer, tu vas baisser drastiquement ton effort, ton volume d'entraînement pour permettre à ton corps de récupérer. Bon, c'est pas un cours de physiologie ni de sciences du sport, c'est pas le sujet, mais en gros, moi, c'était les préceptes avec lesquels j'avais pris l'habitude de travailler, tu vois. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi, pourquoi ça, pourquoi s'il n'en irait pas de même avec la progression professionnelle? Pourquoi, Hmm. pourquoi faudrait forcément que ce soit linéaire, tu vois? Pourquoi il faudrait forcément chercher à euh, produire tous les jours la même quantité d'output et, et à chaque nouvelle période produire incrémentalement le même output ou le même plus n que la Ouais. fois précédente. Et je me suis dit non, je vais réfléchir en cycle. Donc je vais m'autoriser des périodes où je vais mettre dans le rouge, des périodes d'overreaching. Je vais m'autoriser des périodes de maintenance.
Je vais m'autoriser des périodes d'accélération, des périodes de deload. Et en fait, je vais m'écouter comme ça. Et je me Hmm. suis rendu compte d'un truc, c'est que bah, déjà, ça fonctionne pour moi. Ça me Et en plus de ça, bah, c'est une constante qu'on retrouve même dans la croissance entrepreneuriale. C'est-à-dire que Ouais. n'importe quel organisme est régi par une logique de croissance cyclique. La linéarité n'existe pas, tu vois. Et une boîte est régie par ces mêmes mécaniques de croissance où bah, tu vas avoir une période de gros scale, de grosse accélération, où là, ça se structure. Là, à ce moment-là, tu vas accumuler forcément de la fatigue structurelle, parce que les gens vont se fatiguer, parce que tes systèmes, tes process vont se fatiguer, euh, et au bout d'un moment suffiront plus, jusqu'à atteindre un état de dette technique, humaine, de process, intellectuel, etc., qui va nécessiter là de prendre de la hauteur, de se poser pour rééchafauder Hmm. une nouvelle structure. Et en fait, c'est un cycle qui s'appelle Scale Mess Depth dans Ok. l'entrepreneuriat, et qui en fait, quand je l'ai découvert, ça me vient de Sam Ovens, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais le jour où j'ai découvert ce modèle mental, en fait, j'ai compris que tout ça, c'est très fractal, en fait, et que tout est Hmm. lié et régi par cette même logique de cyclique, en fait. Et donc, je me suis dit, ouais, je pense ne pas trop me planter dans mon intuition de départ, quoi. Ouais, super intéressant. Et du coup, cette logique de cycle, comment est-ce qu'elle se transpose dans le business? Est-ce que tu suis la même logique qu'un entraînement de musculation où tu sais exactement, enfin, entre guillemets, c'est quand même programmé semaine par semaine, ton deload est programmé, tu as une date de départ, une date fixe, de fin. Sur l'entrepreneuriat, c'est un peu différent, j'imagine. Tu t'adaptes plutôt à la réponse marché ou est-ce que tu arrives à Alors, t'organiser de façon alors un moi, peu j'ai plus jamais. structurée? Moi, je suis pas un planificateur dans l'âme, tu vois. Je suis plutôt un intuitif, on va dire. Donc, dans mon entraînement, je vais pas prédire mes semaines à l'avance. Je vais avoir une grande schématique sur comment mon entraînement va évoluer dans le temps, mais je vais m'adapter, je vais réguler à la semaine ou au mois en fonction de mon état, en fonction de ma progression, ainsi de suite. Donc, j'ai pas de Ok. planification où je vais préparer mon programme d'entraînement pour les 6 prochains mois. J'ai jamais fonctionné comme ça et en fait, à chaque fois que j'ai essayé, ça fonctionnait pas sur moi. Je fonctionne de la même manière avec ma façon de travailler et avec ma façon d'appréhender la stratégie de ma boîte. J'ai vite réalisé que un plan est toujours fait pour être réécrit, que c'est purement indicatif, que une roadmap, elle se modifie sans cesse. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est pas la juste planification, c'est la définition d'une trajectoire. C'est tout. Et donc en fait, moi, je vais plutôt être dans une logique de régulation à la semaine Ok. et à la semaine ou sur une certaine période. Donc, c'est-à-dire que très concrètement, bah là, les 3 derniers mois, on a dû mettre un bon coup de collier bah, pour tout un tas de raisons qui nous ont amené à faire beaucoup d'heures, à faire pas mal de nocturnes et tout, parce qu'à un moment donné, ouais, faut faire le travail. Et ben là, en janvier, j'en reviens à quelque chose de beaucoup plus tenable. Je prends le temps. Hmm. J'ai diminué mon nombre d'heures travaillées. J'en reviens à des choses un peu plus essentielles. Je prends de la hauteur, je me repose, je repriorise un peu plus le sommeil, et ainsi de suite. Et en fait, on en revient à un autre précepte en musculation, un autre outil qui s'appelle qui est la modulation de ton volume d'entraînement. En gros, ta progression, tu vas aller la chercher au sein d'un seuil, d'une fourchette, une certaine fourchette de volume de travail, donc de nombre de répétitions à la semaine, grosso modo. Et donc c'est une fourchette qui est quantifiée entre le MEV, donc le minimum effectif volume, donc le volume minimum qui te permet Hmm. de choper un minimum de progression ou en tout cas de maintenir. Au maximum, c'est le maximum adaptatif volume. En gros, c'est le maximum que tu puisses récupérer. Au-delà, tu es dans le rouge. Et si tu te maintiens trop longtemps autour de ce MAV, bah, au bout d'un moment, tu te crames. Donc, c'est ce que tu vas aller chercher quand tu veux overreach, en fait. Et au milieu, bah, tu as le sweet spot. Tu vois, c'est le niveau Hmm. optimal, le volume optimal. Bah, en fait, moi, je vais réfléchir comme ça. Je vais me dire, bah, là, pendant 3 mois, j'ai été dans mon MAV. Donc, je me suis mis dans le rouge. J'ai fait beaucoup d'heures. Bon, bah là, j'en reviens. Je deload un petit peu, en fait. Et j'en reviens à mon MEV. Et mon MEV, je sais que je vais toujours maintenir un niveau d'effort qui va être minimal. Typiquement pour l'entraînement,
Il y a des périodes où je m'entraîne 7 jours sur 7. Il y a des périodes où, par contre, je vais m'entraîner 3 jours par semaine. Hmm. Là, c'est mon MEV. Et par Ok. contre, il y a des périodes dans le taf où je vais travailler 5 heures par jour. D'autres, par contre, où je vais travailler 13 heures par jour. Tu vois, et donc, c'est vraiment un modèle mental qui me permet de moduler, de me dire, OK, bon, là, photographiquement, au vu de ce que j'ai fourni, des efforts que j'ai fournis et au vu de mon état, eh ben, je régule, tout simplement. Super, c'est super cette comparaison, je trouve que tu fais. Parce que, en fait, c'est assez limpide. Et tu te dis que c'est super transposable à l'entrepreneuriat. Ce qui me vient, c'est comment est-ce que tu fais, toi, pour être, pour détecter que que t'es dans ta zone rouge et que potentiellement tu es en train d'en faire trop, parce que toi tu as l'air assez connecté, bah, tu disais tu es quelqu'un d'assez intuitif, tu as l'air assez connecté à tes besoins, tes sensations. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont très déconnectés de leurs sensations, de leurs émotions, de leur état de fatigue. C'est ce qui amène au burn-out, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a de Mm. plus en plus de burn-out. Au final, burn-out, c'est, bah, tu le sais bien, c'est le signal d'alarme final qui dit bah tu m'as pas écouté, en fait t'as tiré un peu sur la corde pendant trop longtemps, là je te le fais savoir, tu restes cloué au lit pendant quelques temps et puis je te mets en service minimum parce que le système nerveux t'a trop tiré dessus quoi. Toi comment est-ce que tu fais du coup pour être à l'écoute de toutes ces sensations, de comment est-ce que tu te sens? Euh, alors, je suis pas un expert du burn-out, j'en ai pas mal parlé parce que j'ai bien frôlé le burn-out Ouais. 2 fois, tu vois. Donc, j'en parle dans une logique de partage de mon expérience et de prévention, mais je suis pas du tout un expert du sujet. De ce que j'en sais, avant le burn-out, t'as une étape qui s'appelle le burn-in, qui est l'étape où tu peux encore faire des choses. Quand t'es en Ouais, burn-out, c'est un peu un point de non-retour, et c'est là, t'en ça. prends pour 6 mois, quoi. Donc moi, j'ai été bien dans un burn-in bien avancé, quoi. Ouais, c'est ce que On va j'appelle dire. moi le stress chronique. Moi j'étais là-dedans Ouais. aussi et je pense que tu vois moi, je suis aussi très intuitif et je pense que les gens qui sont assez intuitifs, connectés à leurs sensations, souvent ils s'évitent le burn-out, mais ils restent dans la phase d'avant parce qu'ils ont un minimum de, entre guillemets, de jugeote pour s'arrêter avant de se prendre le mur. Le burn-out, Mm. effectivement, pour avoir des gens qui en ont fait autour de moi, c'est vraiment, tu Assez énervé, hein. t'es énervé et tu mets des mois, voire certains des années à te redresser, quoi. Ouais. J'en ai eu dans mon entourage aussi, dans ma famille proche, donc c'est très marquant, c'est très violent. Et je suis très reconnaissant d'avoir relevé le pied, que mon médecin m'ait dit, voilà, je vous prescris 3 semaines de vacances, Ouais. vraiment vous coupez tout, parce que sinon on se revoit dans 6 mois et vous en prenez pour 6 mois. Donc c'est vous qui choisissez. Je suis très content qu'il ait su être décisif là-dessus. Mais, euh, mais en fait, voilà, j'ai en tout cas observé chez moi et dans mon entourage des signes de burn-in qui trompent en général pas. Euh, Déjà, avec quelle facilité tu vas t'endormir et te réveiller. Donc, Hmm. euh, quand tu es fatigué, que tu n'arrives pas à récupérer, que le soir, tu n'arrives pas à te coucher parce que, enfin, tu n'arrives pas à t'endormir à cause du stress, tu n'arrives pas à te relâcher, donc tu as tendance à faire des insomnies. Le matin, tu n'arrives pas à te réveiller. Ou à l'inverse, tu vas te réveiller trop tôt et impossible de te rendormir. Tu as un brouillard mental. Ta mémoire à court terme, ta mémoire instantanée qui va, qui va avoir tendance à diminuer. Moi, un signe de surcharge, de pré-burn-in chez moi, c'est que je vais aller dans une pièce pour chercher une tasse, je vais repartir de la pièce sans la tasse. Voilà. Ça, Ouais. c'est des signaux tout bêtes, mais c'est très indicatif. Et quand tu le fais sur la durée, que tu as l'impression que là, ton cerveau, en fait, est un peu en train de s'émietter, tu sais, cette sensation, ou alors cette sensation de ne pas arriver à scoper l'entièreté d'une décision. Hmm. Tu sens que ton cerveau n'arrive pas à process l'intégralité des informations. Tu sens que tu es dans le brouillard. En anglais, ça s'appelle le brain fog. Le brain fog, ouais. Ça, c'est un signe avant-coureur majeur. Euh, un autre signal, c'est une irritabilité constante et euh, croissante. C'est-à-dire avec une asymétrie dans l'intensité par rapport à ton quotidien qui est pas normal. C'est-à-dire que entre le lundi et le mercredi, tes journées sont équitablement stressantes. Il s'est pas passé grand-chose de plus. Par contre, toi, t'es 5 fois plus irritable. Et ça, tu le constates
sur une certaine période donnée, sur plusieurs jours, là, c'est le signe que tu es peut-être dans un début de burn-in, tu es peut-être en état juste d'overreaching, en fait. Mhm. Et aussi dans ta difficulté à prendre des décisions. Euh, Tu te sens moins décisif, tu te sens moins pertinent. Tu as plus de mal à formuler tes phrases. Tu es moins en confiance. Ton syndrome de l'imposteur, il commence à prendre de Mhm. l'ampleur. Euh, Tu as du mal à te mettre au taf. Tu te mets à bosser le matin, tu sais pas trop, tu es en perte de repères. Ta fatigue, ta fatigue, elle est constante. Ta motivation va avoir tendance à baisser. C'est-à-dire qu'en dehors de tes obligations, tu as du mal à avoir un vrai emport, un vrai drive pour faire d'autres trucs. T'as plus très envie de faire du sport. T'as soit vachement plus faim que d'habitude, soit vachement moins faim que d'habitude. Mhm. Voilà, ça Très c'est vrai ça ça. c'est plein de petits signaux qui, mis bout à bout, te permettent de dire ok là il y a un truc qui va pas. Mais en général, quand il y a un doute, il y a pas de doute. Enfin, tu vois, c'est ça qui est vraiment cool avec cette notion de burn-in, c'est qu'une fois que t'as mis un terme sur cet état, euh, il devient tout de suite vachement facile à identifier. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Quand tu te poses la question de est-ce que là je suis en burn-in, c'est que tu l'es. Oui, 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 non, mais je pense que c'est assez évident. C'est juste qu'on veut pas le voir. En Ouais, fait, je pense que tout le monde ressent. Bah, tu vois, c'est super que tu aies listé là tous les effets négatifs d'une corollaire de stress chronique. Et je pense que tout le monde connaît ça et c'est ok de jouer avec ça, mais c'est effectivement quand on reste dans une chronicité que ça devient handicapant. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés en fait de leurs sensations. Moi, ça a été mon cas, tu vois, pendant longtemps. J'étais déconnecté de mon corps parce qu'il y a toute une période de ma vie où je faisais plus de sport. Bah, un peu comme toi, tu sais, j'ai fait mes études à Montpellier. Après, je suis parti à Berlin, donc j'ai fait beaucoup la teuf. Et puis le sport, c'était tu m'étonnes. pas, c'était un peu de côté, quoi. T'es rentré au Berghain ou pas? Je suis rentré au Berghain, ouais. T'as Très vu cool. de voir des trucs là-dedans. Ah ouais, c'est incroyable. Et en plus, tu sais, moi j'adore la musique, donc j'ai eu toute une phase où j'ai commencé à mixer à Berlin, j'ai acheté mes vinyles, enfin bref, Ah, folie. c'était une joyeuse période de ma vie. Mais très cool, mais en fait, j'ai eu en fait tu vois, pendant quelques années où j'étais déconnecté de mon corps. Euh, Clairement, j'ai été déconnecté aussi un peu de mes sensations, de mes émotions. Et ça, pour moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille dessus encore parce que je me suis rendu compte que plus j'étais déconnecté des sensations, du corps, de ce que je ressentais à l'intérieur de moi, plus en fait je prenais des mauvaises décisions qui n'étaient pas pour moi ou qui n'étaient pas dans le sens de ce que je voulais, mais un peu des décisions par défaut, tu vois. Et là où ce que je veux en venir, c'est que je vois quand même beaucoup de gens, en tout cas que moi que j'accompagne, qui en fait ont du mal même à s'autoriser de me dire ok bah là je suis fatigué, je m'arrête. Ou là ok peut-être que j'arrive pas à prendre des décisions de façon aussi créative que d'habitude. Pourquoi? En fait, on se pose pas la question. Ou là, ok, je sens que j'ai une fatigue, j'ai mal au dos. Pourquoi t'as mal au dos? Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal encore à, tu sais, à prendre des moments, du temps pour soi, pour être dans les sensations, être dans le corps. Ça peut être à travers le sport. Toi, tu parles de la musculation, c'est génial pour ça. Ça peut être la marche. Ça peut être, il y en a qui adorent méditer. Moi, mon truc, c'est la respiration. Il y en a qui vont adorer faire de l'art, peinture, peu importe. Mais en fait, se connecter à juste, ok, je suis dans le présent, je suis dans mes sensations, je suis à l'écoute. Et je suis pas constamment tourné vers l'extérieur et c'est le mental qui se dit, ok, c'est quoi le prochain truc à faire? Ok, il faut que je fasse ça, ta, 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 ta. Et on revient rarement, tu vois, on appelle ça l'interoception, en fait, c'est cette écoute du corps et se dire, ok, il y a quoi à l'intérieur? Et moi, j'ai observé que plus on était déconnecté du corps, plus on était dans le mental, plus tu as de chance en fait d'être totalement stressé, d'être dans tes ruminations et pas prendre des décisions éclairées, tu vois. Donc moi c'est essentiel. Toi, t'as aussi est-ce que tu as des routines ou des pratiques comme la méditation, la respiration, ce genre de trucs, ça t'intéresse, tu pratiques un petit peu? Alors, j'ai fait mon. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, juste pour rebondir.
Je vois tout à fait ce que tu veux dire dans cette. Quand tu as cette incapacité à identifier ton état parce que tu es trop justement dans ton mental, tu es Hmm. trop dans tes enjeux de l'instant, au point de te déconnecter de ton état. Et moi, malgré justement cette proximité que j'ai avec mon corps et ses sensations, de par le sport que je fais et tout, bah, je me suis retrouvé dans ces états-là. Euh, je me suis posé la question de si demain je me retrouvais face au moi d'il y a quelques années qui était en train de faire ses premiers ses burn-in là et je pouvais lui dire un truc qui l'aiderait à éviter cet état-là. En fait, je saurais pas quoi me dire, honnêtement. Euh, Hmm. je pense que je me dirais juste bah fais ton truc. Enfin, expérimente-le en fait pour savoir à quel point c'est contre-productif, pour savoir à quel point ça n'apporte rien d'autre que de la détresse. Et ensuite, bah, fais ta propre expérience. Mais j'ai j'ai pas trouvé, me concernant en tout cas, de chemin de traverse. Je pense que t'es obligé de passer par... Enfin, t'es obligé. Je pense que souvent, tu passes, et c'est OK, par des périodes difficiles qui vont t'amener justement à revenir à l'équilibre, en Ouais. fait, et c'est tout à fait OK. T'es obligé de Euh, tester tes limites. ouais, c'est ça, t'es obligé. C'est C'est l'équilibre en comme. soi n'existe pas, t'es juste, t'essaies d'une certaine mesure, essayer de rester dans un certain équilibre. Mais l'équilibre parfait, il est compliqué, et je pense que, tu vois, moi, aujourd'hui, bah, j'accompagne des gens à être plus détendus, plus sereins à travers la respiration, d'autres outils. Mais si j'avais pas eu mon burn-in comme toi, en fait, je m'y serais pas intéressé. Donc en fait, t'es obligé, t'es entre guillemets obligé de goûter à des situations que tu peux percevoir comme négatives vu de l'extérieur. Mais au final, c'est ton plus beau cadeau, tu vois. Moi, de plus en plus, j'ai cette approche-là aussi de se dire, ok, j'ai un symptôme ou il y a un truc qui va pas dans ma vie, ça se ressent dans mon corps. Ok, au lieu de se dire d'avoir une approche traditionnelle qui est, ok, je prends un médicament contre le mal de dos. Ok, pose-toi la question, pourquoi est-ce que j'ai mal au dos? C'est le plus grand message. Peut-être que je suis trop assis, peut-être que j'ai trop de stress, en fait ça se répercute dans mon dos. Donc en fait, tu vois, on a une vision aujourd'hui qui est très à combattre le symptôme quand quand on aborde la santé. Mais au final, c'est ton plus beau cadeau parce que le corps, il va t'exprimer un truc qui va pas. Ok, là, s'il y a un symptôme désagréable, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et je te donne une indication pour que tu puisses revenir à l'homéostasie, revenir à l'équilibre. Et c'est là où, à mon sens, il faut avoir peut-être un minimum de compétences ou d'écoute de soi pour se dire, ok, là, il y a un truc qui va pas. C'est quoi le message derrière et qu'est-ce que je peux mettre en place pour revenir à l'équilibre? Moi, je fonctionne de plus en plus comme ça maintenant. C'est très juste ce que tu dis dans le fait que le symptôme n'est pas le problème, c'est la conséquence d'un problème. Exactement. Si tu le traites comme un problème, en fait, t'as tout faux parce que t'es juste en train de mettre la poussière sous le tapis et potentiellement C'est d'aggraver le ça. problème d'origine, quoi. Et, euh, et tu sais, tu vois, quand on parle de tester ses limites, euh, il y a un consensus bah, scientifique, gros mot, il y a un gros consensus dans la recherche qui dit que euh, la musculation, l'approche la plus progressive de la musculation, ce qui te fait prendre le plus de muscles, c'est d'avoir un entraînement qui est, enfin des séries qui sont le plus proche possible de l'échec. Euh, Échec musculaire, c'est-à-dire qu'en gros, Ouais. tu peux pas relever la barre pour une répétition de plus, tu restes bloqué en bas, quoi. Voilà. Euh, le truc, c'est que atteindre l'échec, surtout sur des gros mouvements, ça te détruit trop nerveusement. Donc, c'est pas conseillé d'aller à l'échec sur toutes tes séries. C'est conseillé même d'y aller. Ça a été montré que c'est même pas très productif d'aller trop souvent à l'échec. Ou c'est conseillé Ouais. de pas forcément y aller en fait, mais de s'en rapprocher le plus possible. Le truc, c'est que comment est-ce que tu sais que tu es proche de l'échec? Bah, le seul moyen de savoir, c'est d'y aller une fois de temps en temps. Donc c'est intentionnellement de dire, ok, là j'envoie tout ce que j'ai, jusqu'à rester bloqué en dessous de la barre. Bon, faut que ce soit sécuritaire, Mhm. que quelqu'un nous aide. Belle analogie avec le taf. Et il en va de même avec les périodes d'overreaching. Comment est-ce que tu sais que t'es en overreaching?
bah, le seul moyen de savoir, c'est à un moment donné de te dire, OK, pendant Hmm, une semaine, deux c'est semaines, ça. j'envoie tout ce que j'ai, je m'explose jusqu'à voir dans quel état je me retrouve intentionnellement. Et comme ça, bah, derrière, je saurais, tu vois. Et je pourrais moduler. OK, là, je me suis retrouvé à 100% dans le rouge. Bon, bah, maintenant, je vais me mettre à 80-90% sur des périodes données, mais je peux moduler. Bah, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que bah, les deux burn-in que j'ai fait aujourd'hui, bah, c'est un peu mes baromètres, c'est un peu mes Hmm. valeurs étalons pour aujourd'hui pouvoir moduler, mais j'avais pas de référentiel avant, quoi. Et après, je reboucle avec ta question de tout à l'heure, parce que ça fait partie des trucs que je mets en place et que j'expérimente, mais bah ouais, j'ai fait mon premier bain froid Ah, en décembre. J'avais testé trop les bien. éponges froids avant, mais c'était plus des douches, Tu faisais des quoi, des douches, douches etc. froides? Ok. Ouais, des douches. Mais j'ai jamais été très régulier là-dessus, mais j'en ai fait. Mais c'était le premier bain froid, là c'était à 7 degrés. Euh, et avant, pour bien tenir, j'ai fait quelques cycles de Wim Hof, donc de Ok. respiration, qui m'ont bien aidé, parce que là j'ai tenu 3 minutes 30, c'était cool. Ok. Euh, 3 minutes 30, je pense que honnêtement j'aurais tenu 1 minute 30 si j'avais pas fait les cycles au préalable. Et super expérience, je me suis senti vachement bien après. C'était très marrant d'observer justement les réactions de mon corps. J'étais plus dans l'observation, l'émerveillement de ce qui se passait, tu vois, Ouais. physiologiquement parlant. Et j'étais un peu au spectacle, je voyais, j'ai jamais tremblé autant et tout, Ah jamais bah ouais, c'est grelotté clair. autant. Ah, c'était incroyable, mais ça me faisait marrer, tu vois. Et, euh, et ouais, moi, je vais avoir une approche, tu vois, je pratique pas la méditation, par exemple, de façon intentionnelle. Par contre, j'ai des activités qui vont me mettre dans des états méditatifs. Donc déjà, l'entraînement va me mettre dans un Carrément. état proche du méditatif et je le pratique Carrément. quasiment tous les jours. Euh, tu vois, quand je fais une grosse série, un gros top set, forcément, je suis obligé de me mettre dans un Bah état. t'es obligé d'être pleinement présent dans ce que Hmm. tu fais. Ah ouais. Exactement. Une séance jambes, c'est compliqué de faire autre chose que d'écouter du C'est gros clair. métal et de penser à ta prochaine série et comment tu vas survivre. Donc, il y a ça. L'écriture, euh, l'écriture est fondamentale pour moi et ça me met vraiment dans un état de flow qui est très intense et qui me permet de tout mettre de côté en fait. Et ensuite la musique. Donc, Ok. je mixe aussi. Je vais faire des percussions par exemple et tout. Ça, Génial. c'est. Donc là, voilà, la musique, j'ai besoin d'en faire un petit peu tous les jours. Pendant un bon moment, j'en ai pas fait, bah, de par le pro, le perso et tout. Depuis que j'ai réintroduit ça dans mon quotidien, ouais, ça fait du bien. Donc, tu vois, je vais Ouais. inviter des états simili-méditatifs, mais je vais pas. Pour l'instant, en tout cas, je pratique pas le méditatif, la méditation, Ouais. à proprement parler, quoi. Donc ouais, tu pratiques des activités artistiques qui te mettent dans des états de flow profond et qui viennent stimuler ton cerveau plutôt créatif que cerveau qui Exactement. pense rationnel, quoi. Ouais. Exactement. Et des activités, tu vois, par exemple, la musculation est quelque chose de très, tu vois, euh, sublimation par la rigueur, sublimation par l'effort et tout. Là où la musique, là où l'écriture d'invention, tu vois, créative, je parle pas de l'écriture de post LinkedIn, hein, je parle vraiment d'écrire des poèmes, d'écrire de la fiction, ou alors d'écrire ma newsletter perso où là vraiment je pars en live. Hmm. Très cool Mixer, d'ailleurs. ouais, merci, ça fait plaisir. Je savais pas que t'étais abonné, je l'ai lancé il y a Bah, pas longtemps. j'ai vu ça il y a la semaine dernière, je me suis dit, ah, trop cool, parce que j'avais un peu le même constat que toi. Bah, pour resituer un petit peu pour ceux qui l'ont pas vu, tu partageais que bah, toi, tu es très présent sur LinkedIn, tu écris beaucoup sur LinkedIn, tu apportes énormément de valeur. Mais c'est vrai que sur des plateformes comme LinkedIn, souvent, en fait, on est contraint à des contenus courts qui sont très polarisés. Euh, Et en fait, bah, toi comme moi, bah, quand tu as envie d'avoir des idées qui sont un peu plus nuancées, un peu plus travaillées, c'est sûr que ça a moins sa place sur LinkedIn. Donc, j'invite tout le monde de ce podcast à aller voir ta nouvelle newsletter où tu explores des sujets qui sont bah, je trouve que c'est chouette parce que tu fais des liens avec tous tes centres d'intérêt et au final le business ou pas d'ailleurs dans certaines newsletters. Et je trouve ça chouette, tu vois, d'avoir cette nuance-là. Comment tu fais toi d'ailleurs parce que moi c'est une vraie question que je me pose à titre perso. Toi qui adore écrire, comment est-ce que tu fais pour nourrir ta part créative dans l'écriture tout en répondant un peu à tes objectifs business et de répondre aux algorithmes un peu LinkedIn où bah, le contenu est très court quoi. Comment est-ce que Hmm. tu processes ça?
Alors, de différentes manières. Déjà, en fait, j'ai toujours aimé m'imposer des contraintes, même quand je fais de l'écriture créative. Par exemple, quand j'écris pas mal de poésie. Ok. Euh, je- Tu me verras très rarement écrire des poésies où je m'impose pas un nombre de pieds par vers. Donc je vais me dire, ok, là je vais écrire en alexandrin. Ok, là je vais faire double rime. Donc je vais faire une rime à l'hémistiche et rime à la fin du vers, tu vois, et ainsi de suite. J'adore m'imposer des contraintes comme ça. Et donc en fait, les contraintes algorithmiques, les contraintes éditoriales, les contraintes rédactionnelles qui vont faire un bon post LinkedIn, en fait, moi je les accueille avec plaisir parce Ouais, que ouais. c'est ce qui me stimule aussi. Et je pense que c'est Ok. ça aussi qui a peut-être joué en ma faveur, tu vois, c'est que bah, là où d'autres, beaucoup, et je le comprends, voient ça comme bah, quelque chose de chiant en fait, De de douloureux, contraignant, ouais. Hmm. c'est des cases à cocher, bah en fait, moi ça me stimule parce que justement, bah Tu vois ça comme voilà, un jeu. ça me donne un cahier des charges comme un jeu et est-ce que je vais bien jouer au jeu quoi. Donc en fait, ce jeu-là, j'y joue avec plaisir. J'ai choisi d'être sur LinkedIn, donc je m'en plains pas. Et il y a des moments où ça me frustre, mais je pars toujours du principe que, tu vois, il y a des périodes où je vais blâmer l'alco, je vais partir sur des théories, tout. J'ai mes périodes. Mais j'en reviens toujours à, non, si ton contenu marche pas, euh, déjà, arrête de te plaindre. C'est toi qui as choisi d'être sur LinkedIn. C'est toi qui as choisi, c'est ton dos. Euh, et t'es le seul responsable de ton contenu. S'il marche pas, c'est parce que ton contenu est pas assez bon, parce que il fait pas assez le taf. Donc, remets-toi en question, expérimente, maintiens le rythme, mais arrête de trouver des excuses, arrête de dire que. Arrête de théoriser sur l'algo, c'est bon, là, t'as mangé un petit peu ton seum, c'est bon, ça défoule. Maintenant, remets-toi au travail et continue d'expérimenter et fais confiance au process. Et j'ai jamais été déçu. Hmm. J'ai jamais été déçu. Et en fait, bah, moi, je réfléchis de façon très. Enfin, tu vois, je réfléchis en système, je m'efforce en tout cas, et je vais me dire, ok, bon, bah, ce qui n'a pas sa place au sein du système LinkedIn, bah, je vais aller l'explorer, je vais lui trouver une place ailleurs, Trouver une place ailleurs, ouais. du moment que j'ai vraiment foncièrement envie de le faire. Donc c'est exactement ce que j'ai fait avec cette newsletter. J'ai fait le test d'aborder des sujets un petit peu plus profonds, un petit peu plus conceptuels sur LinkedIn. C'était douloureux parce que bah, les canons d'écriture faisaient que, parce que j'avais pas forcément la place, il y avait pas forcément de la réceptivité. Ok, très bien. Je vais créer cet espace. Et je l'ai fait pour absolument tous les piliers en fait de notre média aujourd'hui chez Scalesia. Et comme ça me permet de rester focus et de pouvoir de pas polluer les différents petits jeux que je vais jouer sur les différentes plateformes avec mes desiderata personnels en fait. Hmm. Et, euh, et en fait, bah, ça se passe plutôt bien. Et après, tout est cyclique. Bah, tu vois, LinkedIn, pareil, c'est cyclique, hein. J'ai des périodes où c'est le feu, où mes performances s'envolent, c'est trop bien. Et puis j'ai des périodes où les performances baissent. Et c'est tout à fait normal. Et c'est un principe, c'est un principe en statistique qui s'appelle la régression vers la moyenne. En fait, je le garde en tête. Voilà, en ce moment, tes posts marchent bien, tu as des super perfs, ça va baisser, c'est normal. C'est tout à fait normal. Prépare-toi à ça et décorrèle-toi, décorrèle ton input de ton output. Parce que l'output ne dépend pas de toi. Hmm. Toi, tout ce sur quoi tu peux te concentrer, c'est sur bien faire ton taf au préalable. Le reste derrière, à un moment donné, c'est plus de l'ordre de ton ressort. Et je m'instreins à cette petite litanie-là et ça m'évite de trop baliser. Et après, bon, il y a des périodes. Tu vois, les périodes où je vais perdre patience, souvent, sont d'ailleurs des signaux de burn-in Hmm. aussi. C'est des Ok. périodes, souvent, c'est très corrélé avec des périodes d'overreaching. Ok. Tu vois, donc en fait, tout est lié. Comment est-ce que tu vis le fait d'être top creator sur un média comme LinkedIn? En gros, mon idée derrière, c'est de se dire, ok, est-ce que tu as eu une espèce de charge mentale qui était liée avec le fait d'être quelqu'un qui est du coup qui est sur ce média qui est très vu, très connu, ou pas du tout? Je sais que j'ai déjà vu de retours d'expérience de certaines personnes qui disaient que c'était le fait d'avoir de l'impact, d'être très vu, ça augmentait une charge mentale. Toi, c'est quelque chose que tu ressens? Euh, alors, franchement, très peu. Parce que, alors,
Alors déjà, je vis dans la banlieue toulousaine. Enfin, j'ai vu sur les champs. Donc, Ce qui est pas mal. j'ai une vie mi-citadine, mi-champêtre, assez casanière et tout. Donc, je croise peu de monde. Il y a un truc qui est trop bien avec LinkedIn, honnêtement, c'est que c'est un réseau sur lequel tu peux avoir 50 000 abonnés. Et, et soit par politesse, soit parce qu'au final, ça représente absolument rien. Personne va te reconnaître. Absolument personne va te reconnaître dans la rue, tu vois. Donc ça c'est trop bien avec LinkedIn parce que C'est vrai. le côté starification n'a sa place que au sein de LinkedIn. Pourquoi? Parce que c'est un réseau, selon moi, de texte où les gens finalement sont Hmm. de faciès peu visibles, peu vus. Là où sur TikTok, sur Instagram, t'es tout de suite très mis en avant dans ton esthétique, donc les gens vont te reconnaître beaucoup plus facilement. On a pu le voir avec différentes personnes du business game, avec Hmm. Oussama Hamar, etc., qui sont très très reconnus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont pété sur des canaux par définition basés sur du visuel de la vidéo, où leur tête est associée à leur contenu. Moi, c'est pas mon cas. Moi, c'est les gens me suivent pour mes mots et pas pour et donc ont beaucoup moins de chances de me reconnaître parce que je mets des photos de moi, mais Hmm. voilà, c'est pas ce que les gens vont retenir. Et après, bah moi, j'ai toujours fait le distinguo. Je suis pas influenceur. Euh, je crée du contenu, mais je suis pas créateur de contenu. C'est pas mon métier. C'est pas mon identité. Moi, mon identité, je suis Benoît. Je fais des trucs. Je crée du contenu. J'entreprends, mais je suis pas entrepreneur. Je me définis pas comme entrepreneur. Tu vois. Je suis pas. Mon identité n'est pas entrepreneuriale. Je suis un mec qui entreprend, qui Hmm. aujourd'hui a un rôle d'entrepreneur, qui crée du contenu. Et en fait, je m'associe pas à ça, tu vois. Benoît Dubos sur LinkedIn, le mec à la casquette, n'a de réalité que sur LinkedIn. Je ferme LinkedIn, je ne suis pas le mec à la casquette. D'ailleurs, j'ai pas de casquette, tu vois. Et j'ai toujours été au clair avec ça, donc bah, ça me permet de prendre une vraie distance. Hmm. Je pense que c'est sain Psst, de fonctionner comme ça. Et c'est ouais, même essentiel. je me vois pas, je me vois pas fonctionner autrement, en fait. Je trouverais ça très dommage de faire un quelconque amalgame par rapport à ça. Euh, ouais, ça c'est un jeu, on se marre. On est Voilà, il n'y a pas d'accord. de pression à ressentir, quoi. On est Demain, je d'accord. publie un post complètement scandaleux, je dis n'importe quoi et je me fais défoncer. Bon, bah voilà, j'aurais publié un post pourri, j'avais qu'à mieux me renseigner. Ça m'arrive par moment de me faire reprendre parce que oui, il y a toujours des approximations. Je suis pas le mec le plus pointilleux, donc t'as toujours une coquille qui traîne à droite à gauche. Ça m'arrive de mettre des approximations. On me reprend, bah voilà, de toute façon, demain, le lendemain, tout le monde aura oublié le post. Moi, franchement, c'est des non-événements, quoi. C'est clair. Je pense que c'est important de prendre le jeu des réseaux sociaux comme un jeu, tu vois, et jouer avec, comme tu dis. Et j'aime bien cette idée que tu partageais d'avoir tu vois, des lieux, de se créer un nouveau lieu d'expression quand ce qu'on a envie d'exprimer ne rentre pas dans la strate business ou dans la strate, entre guillemets, d'algo, tu vois. Je trouve que c'est très cool de voir les choses comme ça parce que t'as l'air d'être quelqu'un de très curieux, moi aussi. Et des fois, tu vois, cette curiosité, elle peut t'emmener à te défocus, quoi. Et je pense que fonctionner de cette façon-là, bah, c'est assez sain et ça fait pas pâtir non plus à ton business le fait d'aller explorer d'autres choses ou sur des formats qui vont pas avec l'algo, quoi. D'ailleurs, est-ce que t'as des choses que tu explores en parallèle? Bah, toi, j'ai découvert que du coup, tu faisais de la poésie, je ne savais pas. La musique. Est-ce que tu as d'autres domaines que tu explores en ce moment qui n'ont rien à voir avec marketing, le business, ou des trucs que tu as envie de creuser dans les prochaines années qui te parlent? Hum, il y en a tellement. Tu verrais mon YouTube, c'est n'importe quoi, mais euh, ouais, j'ai installé une application, un dernier petit changement qui a tout changé. Euh, j'ai installé une application qui s'appelle AppBlock. Tu vas voir où je vais en venir. AppBlock sur mon tel, parce que je passais trop de temps le soir sur YouTube Ok, et ça a défoncé mon sommeil, enfin c'était pas possible. Et ça me bloque mes applications, ça coûte 30 balles par an. J'ai pris le premium pour pouvoir bien moduler planifier comme il mes faut. horaires et tout comme il faut. Et tout est bloqué à partir de 21h. De 21h à 9h du mat. Tout est bloqué.
et je peux rien faire, c'est-à-dire que je peux même pas désactiver l'application, tu vois. Donc, trop Ok, bien. ça c'est puissant ça. Ok. Ouais, ça marche bien. Et, par contre, la seule application qui est pas activée, qui est désactive pas avant minuit, c'est Wikipédia. Parce que là, je me tape des rabbit holes, mais comme pas possible, où je vais passer d'un article à l'autre. Et en fait, mais tout me fascine. Et donc, je vais avoir des périodes de fascination pour l'ère médiévale. Ok. Là, dernièrement, c'était. Alors, c'est un peu glauque, mais je sais pas, j'ai eu un lore là-dessus sur les, euh, les méthodes d'exécution à l'ère médiévale entre Ok. 1300 et 1500. Je sais pas pourquoi, mais j'étais fasciné. Je me disais, mais comment c'est possible d'atteindre un tel niveau d'extrémisme et de brutalité? Tu vois, je voulais comprendre. C'était Euh, quoi du coup? C'était quoi les méthodes? Ça m'intéresse. Dis-moi, c'était pas les trucs où ils font de l'écartèlement là avec les chevaux là, j'avais vu ça. ouais, c'est Hang, Drawn and Quartered, Ah, ça. ouais. C'est hardcore. Non, mais ça, et encore, l'écartèlement, C'est pas ça, le c'est le pire. plus soft, hein. Non, c'est le plus soft parce que drone, je vais pas le dire là, mais c'est hardcore. C'est Ok, on ira hardcore. voir. Ça implique une petite entaille au niveau du bide et une poulie. Oh, pff, Voilà. En gros, non, sympa. mais c'était des malades mentaux. N'allez pas voir le scaphisme. Voilà. Surtout, n'allez pas voir ça. Bref, j'ai une fascination là-dessus. Euh, Dernièrement, je me suis fasciné pour la Tasmanie. Je sais pas, Ok. genre, j'ai passé une soirée entière à poncer la Tasmanie, tu vois. Je sais pas. Donc en fait, oui, il y a tout me fascine. Et, et, euh, et ça, en soi, ça me fait kiffer. Tu vois. Ça me fait juste kiffer de laisser de laisser divaguer ma curiosité. C'est même plus voguer, c'est divaguer. Euh, et après, j'ai des constantes. Justement, tout ce qui va en revenir à la physiologie et à la psychologie. Euh, donc, l'avantage de la musculation, c'est que c'est une discipline qui est extrêmement complète, qui, au final, on s'en rend pas compte, mais est très cérébrale. Et les chercheurs les plus prolifiques là-dedans sont vraiment des grosses têtes, quoi. Et parce que ça touche à tellement de disciplines différentes, la biomécanique, la physiologie, la nutrition, la biologie, la neuroscience aussi. Enfin, c'est fascinant. La psychologie aussi me fascine. La philosophie, j'ai une vraie fascination. Enfin, une vraie adoration pour la philosophie aussi. Et donc, grosso modo, c'est des choses qui, voilà, c'est un peu des constantes en fait que je vais retrouver dans mon quotidien, quoi. C'est me prendre la tête sur des trucs, c'est m'intéresser à des sujets random et c'est avoir des discussions super intéressantes comme on est en train de l'avoir, quoi. Mhm. Trop cool. Voilà, grosso modo. Trop cool. Je découvre des facettes que j'avais pas du tout en tête, c'est trop chouette. Ah bah on discute la semaine prochaine. Je te parlerai Tu me parleras d'un autre sujet que tu as je te parlerai, découvert sur Wikipédia. je parlerai de mon autre sujet, d'un autre sujet qui a absolument rien à voir. Non, c'est dramatique. Ah, bah, c'est trop cool, moi je suis pareil, je suis un esprit très curieux et en fait, bah, je suis un peu comme toi en fait, si tu veux, si... Moi je suis dans une phase où tu vois, cette année j'essaie de me canaliser un petit peu parce que pendant ces 2 dernières années, tu vois, bah avant, je me disais, bah moi je viens du marketing aussi. J'ai toujours été un marketeur, j'ai fait du gros savant. Et pendant 2 ans, bah, je me suis, post ma startup qu'on a craché, en ayant résolu moi-même tous mes problèmes de burn-in, je me suis formé, je suis devenu coach en respiration, je suis allé me former, je me suis formé en tant que naturo dans l'école de Pierre Dufraisse qui est spécialisée de l'hormèse, peut-être que c'est un concept qui te parle. Donc en fait, tu vois, je suis allé me perdre beaucoup dans plein de trucs, mais j'adore ça, me perdre, hein, Et dans le business, tu vois, j'ai eu toute cette période un petit peu où je suis allé butiner partout. Et là, je suis dans une phase où en 2024, je me dis, ok, par rapport au business, j'ai besoin un peu, tu vois, de me recentrer par rapport à ce que je propose. Et du coup, cette partie butinage, j'ai besoin de lui laisser une place d'expression qui est bah, aujourd'hui à travers le podcast, qui est à travers en fait juste nourrir des activités qui n'ont pas forcément de but business ou qui vont pas être rapportées à ce que je fais au quotidien, quoi. Donc c'est pour ça que je te posais un peu la question parce que quand tu t'intéresses à plein de choses, le risque que tu as, c'est aussi de te défocus, quoi. Et que tu peux pas. Enfin, tu vois, moi j'ai toujours eu un peu une espèce de hantise de devenir un expert de quelque chose.
dans le sens où j'adore la notion de polymathe, de généraliste à la de Vinci, qui peut être aussi bien peintre que scientifique, tu vois, de inventeur. Mais je trouve, c'est pas simple des fois dans ce quotidien d'être, tu vois, hyper bon dans un domaine sans être monofocus, tu vois. Et en fait, plus j'avance et plus en fait je me rends compte, et c'est un concept je crois que c'est de Naval sur le monopole personnel, où au final tu viens créer ton monopole personnel. Et récemment, j'ai découvert un autre concept qui fait un peu écho à tout ça, c'est la zone de génie. Tu vois, c'est de te dire, qu'est-ce que toi tu fais, où en gros tu es le meilleur du monde, où quand tu fais ça, tu débordes d'énergie, où tout le monde te reconnaît pour être le meilleur là-dedans. Et tu vois, j'ai fait un petit exercice récemment que j'ai trouvé trop cool, où j'ai pris une liste de 30 personnes, 40 personnes autour de moi, des proches, des anciens associés, des amis, et je leur ai demandé, première question, c'était quand est-ce que tu m'avais vu avec une grande énergie et en joie? Quelles sont selon toi mes trois grandes qualités? Et la troisième question, c'était, selon toi, quel est euh, le don que j'ai, selon toi? Et du coup, tu demandes ça à toutes les personnes à qui t'as passé beaucoup de temps, pro, perso, et tu vois ce qui revient. Et j'ai trouvé ça super parce qu'en fait, ça t'aide vraiment à te dire, ok, moi Boris, moi Benoît, c'est quoi ma zone de génie? Et comment est-ce que je suis perçu? Et après, tu peux le faire aussi, toi, particulièrement de ton côté, en te disant, ok, bah, dans mon environnement, qu'est-ce que j'ai? Ah bah tu vois, regarde-moi dans mon environnement, j'ai des plantes, j'ai des vinyles, j'ai un bureau debout, j'ai du matos pour la respiration, pour le sport, j'ai des bouquins partout. Donc en fait, c'est aussi des petites choses qui peuvent t'aider à te dire, ok, moi, c'est quoi ma zone de génie? Toi, c'est des concepts qui te parlent aussi. T'en touches pas mal à, tu vois, à Ouais, ce concept d'alignement perso hein, qui, moi, m'est très cher. Hein. ça me parle vachement que tu dis ça. Enfin, je suis sûr que là, à 30, statistiquement, t'as dû avoir quelque chose qui commençait à Ah devenir un ouais. peu viable, non? Ouais. Ah bah Ça devait être carrément, super 30 éclairant, 40 non? ouais. Ouais, bah Et carrément. j'ai commencé à le faire, mais je l'ai pas fait assez pour l'instant, donc j'ai des éléments qui ressortent, mais pas suffisamment. Mais excellent exercice, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh, tu parlais de ouais, la zone de génie. Euh, Moi, c'est un concept qui me parle vachement et que je corrèle à la théorie tu sais, la notion de théorie des jeux. Je Où la connais pas la théorie des théorie jeux, des jeux. c'est, en fait, la théorie des jeux, c'est un champ de recherche euh, qui est très lié à l'économie. C'est un peu de Ok. la méta-économie qui étudie comment les différents agents vont évoluer, vont se tirer la bourre au sein d'un jeu avec un certain nombre de règles, de contraintes données. Donc c'est un champ de recherche qui est d'une profondeur qui est invraisemblable et qui étudie comment, bah, justement, sur la base de différentes typologies de jeux, euh, t'as des jeux où, par exemple, t'as une somme d'informations qui est égale chez tout le monde, par exemple les échecs, où tout le monde sait ce Hmm. qui se passe sur le terrain, et donc t'as un niveau d'information qui est équivalent, un niveau où l'information va être asymétrique, par exemple le blackjack, un niveau où l'information sera partielle et mais symétrique, donc par exemple le poker Hold'em, tu vois. Voilà, Ouais. donc t'as différentes typologies de jeux et tu vas voir comment les agents vont évoluer ensemble. Et ça permet d'extrapoler ça à l'économie micro-macro. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est un champ de recherche super intéressant, sauf qu'en fait, ça nous amène à concevoir nos vies comme à nous voir comme les pions d'un grand jeu. Hmm. Et en fait, moi, une intuition que j'ai et qui se vérifie de plus en plus, c'est que on joue tous à un jeu différent. Qu'en fait, la théorie des jeux à l'échelle individuelle, à l'échelle macro, elle peut fonctionner dans une certaine mesure, mais en général, elle fonctionne que in vitro, que dans la réalité, on fait face à quelque chose de tellement chaotique que la théorie des jeux, en tant que théorie, en vertu du fait que c'est une théorie, ne tient pas, et qu'en fait, il n'y a pas un jeu, mais il y a des jeux, et il y a autant de jeux qu'on est d'individus sur Terre. Et que Hmm.
la première règle du jeu, c'est trouve le reste des règles. Et qu'en fait, il y a énormément de gens qui restent bloqués au premier niveau, qui est de trouver à quelle règle du jeu ils jouent. Et quand j'ai compris ça, je me suis auto-mindfuck. Je me suis dit, mais en fait, ça sert absolument à rien de me comparer, ça sert à rien d'aller me tirer la bourre. Le mec d'à côté, il joue à son propre jeu, je ne sais même pas quelles sont ses règles. Ça se trouve, il C'est sait même ça. pas quelles sont ses règles. Donc, à quoi ça sert que je me compare? Je peux voir comment il fait, je peux voir un peu comment il s'en sort, je peux peut-être m'en inspirer, en vertu de quoi, je sais pas, mais je peux peut-être m'en inspirer, mais ça sert à rien que je me compare, je sais pas ce qu'il est en train de faire. À quoi ça sert? Et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte que tu sais, tu parlais tout à l'heure de ce parallèle, enfin tu vois, de ces deux grandes typologies, ces deux grands archétypes qui me parlent vachement. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans un podcast il y a quelques temps, et donc ça me parle de fou. C'est euh, l'expert versus le polymathe. Mm. Le mec qui fait qu'un truc, le mec qui fait plein de trucs. Donc horizontalité versus verticalité. Et ben en fait, pour moi, les deux sont très fine en fait. Ça dépend juste du jeu auquel tu joues et du jeu dans l'absolu auquel tu as envie de jouer. Et t'en as un dans lequel le focus est le focus, et l'autre dans lequel le défocus, bah, c'est son focus à lui, tu vois. Et donc, à partir du moment où t'as compris que toi, ton jeu, c'est un jeu de polymaths, bah, t'as tout intérêt à te focus sur ton défocus, justement. Mm. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Un exemple d'expert, ça va être en ce moment qui est très, tu vois, si on devait mettre des mots, on devait mettre des visages sur ces deux grands archétypes. En ce moment, l'expert qui me vient là, ça serait Alex Hormozy. Je sais pas si tu vois qui Carrément. c'est, mais Si, Alex si, ouais. Hormozy, c'est le gars, il ne fait que ça. Il fait que du business. C'est son truc. Il a choisi son jeu, il a compris les règles de son jeu. Quand tu l'entends parler, il parle avec une telle limpidité sur son quotidien que tu sens qu'il a une congruence totale. Et il excelle dans son propre jeu. Et il cherche à se tirer la bourre avec personne. Il fait son truc. Un exemple de polymath, ça serait par exemple un Oussama Hamar. On en a parlé tout à l'heure, mais Oussama, bah, il fait plein de trucs. Euh, il bosse sur plein de types de boîtes différentes. Il va faire du business, mais à côté, il va poursuivre d'autres passions. Euh, et en fait, dans les deux cas, ça marche. Donc, moi, je vois pas de constante autre que bah, ces deux gars qui ont pris le temps de se poser la question de à quel jeu ils jouent, à quel jeu ils ont envie de jouer et quelles sont les règles de leur jeu. Et ensuite, bah, itérativement, ils deviennent un peu meilleurs chaque jour à la pratique de leur propre jeu, quoi. Sans regarder les jeux des autres. Et voilà. Donc, c'est ce à quoi je m'astreins, en fait. Mm. Toi, tu te considères comme polymathe ou un spécialiste? Alors, je suis pas un spécialiste. En tout cas, par élimination, c'est sûr que je suis pas un spécialiste. Je vais. Je passe très vite à autre chose. Je suis le gars, j'ai beaucoup joué à Guitar Hero. Tu vois, Guitar Hero, j'ai atteint le niveau expert très vite. J'ai très vite joué tous les morceaux. Par contre, j'ai jamais fait, même sur les morceaux les plus faciles, sur les slow ride et tout, j'ai jamais fait un seul 100%. Je faisais Ouais. toujours du 99%. Je manquais la note tout à la fin. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. Sauf que je suis pas un exhaustif. Pas du tout. Mm. Une fois que t'as compris 80% du principe, tu passes à next, quoi. Ouais. Tu verras jamais un seul de mes posts sans une coquille. Jamais. Et je suis comme ça. Donc, et tu me verras jamais. Voilà, j'ai ce besoin-là de diverger. J'ai ce besoin-là de partir dans tous les sens. C'est deux approches, tu vois. C'est des gens qui sont dans la divergence, d'autres dans la convergence. Mm. Moi, je suis très divergent et voilà, et je fonctionne comme ça. Tu me demandes de me focus, de faire qu'un seul truc, de plus qu'un seul truc, je pète un plomb. Et en fait, ça serait un problème que si je me racontais de l'histoire, que la seule façon d'être heureux et de réussir et de faire un truc intéressant, c'est de converger et de faire qu'un seul truc. Donc en fait, faut juste être en paix avec ça, quoi. Il n'y a pas de hiérarchie par rapport à ça, aucune. Et bah 100% d'accord avec toi. Et pourtant, peut-être que quelqu'un qui te connaît pas, du coup, avec de l'extérieur, se dirait que t'es peut-être un spécialiste.
du growth, du marketing, mais toi, du coup, tu fais cette distinction où tu te dis, je suis vu comme un expert du marketing, mais mes autres centres d'intérêt, je les nourris à côté sans forcément qu'il y ait un business qui soit raccord. Ou est-ce que toi, tu arrives à nourrir toutes ces facettes, tu disais ce côté divergent à travers ton business? Forcément, je pense que, tu vois, il y a... Le monde serait un peu triste si 100% de ce qu'on faisait euh, devait être mu par une logique économique et productiviste. Le monde serait un petit peu, un peu triste, en fait, ce serait un peu terne, je Ouais. pense. Et, et j'ai eu tendance pendant une période, pendant les premières dizaines de mois d'entrepreneuriat, j'ai eu tendance à avoir cette approche-là. Dire, ok, cool, je vais regarder ce film-là. J'espère qu'il y aura des scènes dedans que je pourrais noter pour en faire des posts LinkedIn. Hmm. Euh, ouais, trop cool, je vais aller voir cette expo ou ce truc. J'espère que... Et je voulais qu'il y ait un ROI à 100% que je voulais accoler un ROI à 100% de ce que je faisais. Hmm. Et en fait, le monde perd très très vite en poésie, quoi. C'est clair. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et voilà, enfin, là aussi, c'est comme le burn-in. Enfin, je pense que il faut le pratiquer, en fait, cette politique du ROI constant pour, pour se rendre compte que c'est pas la. Ouais, c'est pas la meilleure approche. Pour être passé C'est, par là aussi, c'est pour ça que je te posais la question. Mais ma question derrière aussi était de me dire, est-ce que, je sais pas, dans un futur fou, il pourrait y avoir un Benoît qui est bah, CEO de Scalesia et qui lance une formation de musculation en parallèle. Ça, c'est Hmm, des, voilà, c'est un peu un exemple très concret. ouais, c'est. Je m'interdis absolument rien. J'ai plein d'idées là-dessus, plein d'idées là-dessus. En fait, je me ferme absolument aucune porte. Hmm. C'est juste que, bah, au sein de ce grand défocus, bah, je préfère rester focus sur, euh, tu vois, enfin, comment dire, le défocus tel que je le pratique, c'est une adjonction de plein de focus. Et c'est des focus dont je diverge pas. Je donne un exemple tout bête. Euh, le business pour moi a un objectif, bah c'est qui est ce qu'il est. Tu vois. Donc, j'ai un objectif qui est économique, j'ai un objectif, euh, j'ai une vision que je poursuis avec un certain nombre d'ambitions. À côté de ça, je mixe. Donc, euh, je mixe pas du tout à des fins professionnelles. Peu importe mon niveau, tu vois, peu importe mon niveau, peu importe ce que les gens en pensent, moi, je ne me considère pas et j'ai pas l'intention de me considérer comme un DJ professionnel avec des ambitions professionnelles. Concrètement, j'ai aucune ambition autre que faire un peu de scène de temps en temps. Si je peux mixer sur une ou deux scènes sympas, ça me fait plaisir, mais j'ai aucune Hmm. ambition professionnelle et j'ai absolument aucune intention que demain ça me rapporte de l'argent. Voilà. Et en fait, je suis prêt, une fois que j'ai défini les règles de ce jeu-là, bah, je suis prêt à jouer à fond à ce jeu, tu vois. Hmm. Ok, trop bien. Euh, Bah, en fait, c'est la même chose, par exemple, avec la musculation. Bah, mon focus, à moi, avec la musculation, c'est euh, d'en faire mon sanctuaire qui me permet de progresser, qui m'apprend énormément de choses sur moi, qui m'apprend énormément de choses sur mon mode de fonctionnement, qui m'apporte plein de trucs, mais j'ai pas d'ambition mercantile par rapport à ça, tu Hmm. vois. C'est pas mon focus. Et, et en fait, tu vois, euh, ça me permet, tu vois, d'éviter un petit peu les parasitages. Et je pense à un moment donné aussi, ça t'évite de faire des passerelles qui ont tendance peut-être derrière à aligner le truc. Euh, je pense à mon cousin, par exemple, qui est un excellent musicien, qui clairement a un niveau de fou, mais qui refuse d'avoir une quelconque ambition professionnelle, d'avoir une quelconque ambition autre qu'artistique, parce que bah, il veut surtout pas que ça vienne aliéner
justement la poésie du truc. Je le présente avec mes mots et pas les siens. Il me présenterait Je pas comme comprends ça, mais très en bien, gros, ouais. il veut pas en vivre. Il cherche pas à en vivre. Bah moi, c'est un petit peu la même chose. Et justement, ça me permet de sacraliser mes différents focus et de pas chercher justement à coller une logique économique à tout. Et donc, bah tu vois, par exemple, au sein de ce focus-là, moi, si demain je devais partager mon goût de la musculation, bah ma formation, elle serait gratuite. Hmm, Tu vois. je vois très bien, ouais. Ça me fait penser, le modèle dont tu parlais avec ton cousin. Je sais plus d'où ça vient ce modèle-là, mais c'est ce modèle entrepreneur versus artiste, où Mm. tu vois, t'as cette logique, un artiste, il veut pouvoir partager tout ce qu'il veut, tout ce qui lui traverse la tête, sans forcément y adosser une quelconque logique de ROI dans ses actions, versus l'entrepreneur qui, bah, certes, va partager des choses qui ont du sens pour lui, mais qui a quand même une logique financière derrière, fait d'attirer des clients, quoi. Donc ça me fait penser à ça aussi, c'est se dire que jouer clairement le jeu auquel on veut jouer, pas aller dans une demi-mesure où bah tu fais les choses soit pour effectivement tu dans une logique financière, donc t'as des systèmes, t'as des process, tu t'astreins au game, quoi, comme on parlait avec LinkedIn, ou alors tu veux pas jouer à ce jeu-là et tu veux être un artiste et tu veux vivre sans réfléchir au marketing, à la vente et compagnie, et bah là tu fais ce que tu veux, quoi. Moi ça me fait écho un peu à ça, et je pense que bah si tu t'es un peu dans un ventre mou en tant qu'entrepreneur, tu peux pas enfin j'ai l'impression que c'est compliqué de bien développer ton business, quoi. Est-ce que toi t'as connu un peu ça à un certain moment donné avec Scalesia? Ouais, après, justement, dans cette logique de périodisation, moi, je réfléchis par grande période aussi. Je reprends la musculation, mais les cycles dont on parlait, t'as différentes temporalités de cycle. T'as les microcycles la semaine, t'as les mésocycles qui se comptent en mois et qui vont se compter en groupe de semaines, tu vois. Et après, t'as les macrocycles qui vont se compter en semestre, année. Voilà. Bah, en fait, t'es pas obligé de faire la même chose toute ta vie et avec le même point de focus. C'est-à-dire que par exemple, Scalesia, euh, on a eu deux focus pendant nos 3 premières années qui étaient R&D à fond sur le produit, bosser avec le plus de monde possible pour engranger de la data et pour faire le meilleur produit du game, vraiment faire un produit exceptionnel, sans optimiser pour les revenus, et bâtir un média, bâtir une marque forte, pareil, sans optimiser pour le revenu. Hmm. Et en fait, on se focusait là-dessus. Et le revenu qu'on générait nous permettait de nous financer, etc. Mais on n'optimisait pas pour ça. Et là, on est rentré dans une ère où notre produit devient de plus en plus exceptionnel. On l'a refacto 5 fois. Je l'ai encore refacto quasi de zéro entre juillet et septembre, tu vois. Donc, non, non, ça s'est fini en octobre. Donc, tu vois, ça m'a pris plusieurs mois. Euh, notre média aujourd'hui, notre brand sont vachement, sont- on est très content. Donc là, on peut optimiser maintenant beaucoup plus pour le revenu, mais de façon intelligente. Hmm. Et ben, juste, on change de phase. On a changé de macro-cycle, en fait. Bah, ça, je me l'applique à ma vie aussi. C'est-à-dire que, bah, si demain je décide de changer de macro-cycle au sein de mon propre jeu et là d'optimiser plus pour le revenu ou alors d'optimiser plus pour l'artistique, bah, très bien, tu vois. Mais d'ailleurs, tu faisais ce distinguo entre l'entrepreneur et l'artiste. Entre l'entrepreneur donc et le poète quelque part, tu vois, parce que l'artiste Tout à souvent fait, doit ouais. être avec une certaine poésie. Moi, je te dirais que l'entrepreneuriat te permet de construire la maison, mais je te dirais que la poésie, le poète, rend la vie au sein de cette maison supportable en fait. Et je pense que on a tous en nous un entrepreneur qui va mener à bien des projets, qui Hmm. va faire les trucs. Et derrière, on a tous un artiste, un créatif, un poète qui va faire les choses par plaisir de faire les choses, par le plaisir du beau, qui est subjectif selon chacun, mais Hmm. par plaisir du beau, de l'esthétique, qui va pas faire les choses dans une optique purement productiviste et héroïste,
mais qui va rendre en fait cette existence vivable, supportable et sympa en fait. Juste. Et j'autorise juste cette cohabitation en fait au sein de mon esprit, tu vois. Et je les laisse se répartir le job en fait d'une période à l'autre. Et puis bah s'il y a une période où je suis plus poète, artiste, bah très bien. S'il y a une période où je suis plus entrepreneur et là je me mets plus d'équerre et on y va, bah très bien. Mais je me décomplexe par rapport à ça, tu vois. Hmm. Et ça, c'est le mieux avec l'expérience, j'imagine, que t'as pu Ouais, observer complètement. ces différentes phases. Bah pareil, en fait, il y a que en te complaisant dans le déséquilibre que tu te rends compte de l'importance de l'équilibre, quoi. Il y a que quand t'es tellement allé à l'extrême de l'extrême de ta balance au point d'être à deux doigts de te casser la gueule que tu te rends compte que là où t'es le mieux et là où c'est le plus durable, c'est de retourner au centre, en fait. Hmm. Et donc je me concentre, enfin maintenant, je m'autorise des oscillations. Tu vois, tout ça, c'est signe idéal. Donc, tu vas jamais avoir un équilibre parfait. C'est pas possible. Tu vois, quand t'es funambule, tu vas jamais rester comme ça, droit comme un i. Non, tu vas toujours avoir des petites inflexions comme ça. Bah, ça, je l'accepte. Par contre, j'évite de faire des giga vagues, des giga alternances qui font qu'en fait, t'es sans arrêt en train d'essayer de rattraper tes conneries Hmm. du moment précédent, quoi. Et donc voilà, j'essaie d'avoir cette homéostasie comme on l'a vu. Et, et je me dis que, bah, en tout cas, plus je le fais, et mieux je me porte. Tu m'étonnes, c'est clair. C'est clair, et puis même si tu... Au final, l'homéostasie, elle se régulera toute seule, même si tu prêtes pas attention, c'est juste que la chute sera beaucoup plus difficile, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Et, et ça, le coaching m'a beaucoup aidé. On parlait je sais pas, on parlait de méditation tout à l'heure. Ça fait 1 an que je travaille en parallèle de ma psychothérapie de l'époque, que là j'ai mis en pause, que je vais pas tarder à reprendre parce que ça fait du bien. Et bah, j'ai commencé à travailler avec une coach qui s'appelle Ludivine Gilles, qui est exceptionnelle, qui fait vraiment un excellent taf. Et, avec qui j'ai fait un podcast d'ailleurs, donc Ok. vous pouvez aller le voir, mais vraiment passionnant. En fait, ouais, ça c'est mon petit moment mensuel aussi un peu méditatif parce Hmm. que elle a une telle capacité d'écoute et une telle propension à poser des questions brillantes que ça met dans un flow mais Hmm. incroyable qui me permet de décanter tellement de trucs et de comprendre tellement de trucs sur moi. Et si j'avais un conseil à donner aux entrepreneurs, c'est faites-vous coacher le plus tôt possible. Vraiment. Prenez un coach et, et, euh, et faites tout pour pouvoir continuer de bosser avec lui, avec elle, parce que ça fait toute la diff. Enfin, moi, en tout cas, ça a été game changer. Bah, comme tu disais, ça te permet de voir un peu tes angles morts, quoi, comme on dit. Et puis observer, tu vois, potentiellement tes croyances limitantes ou avoir un point de recul. Et moi, si j'ai un conseil pour ceux même qui ont pas, imaginons qu'on n'a pas le budget, c'est même pas forcément besoin de payer quelqu'un, juste prenez quelqu'un qui a un- que vous trouvez brillant, qui est aussi entrepreneur, et faites-vous un format mastermind, tu vois, une fois par semaine, tu prends 1 heure, ok, partage d'expérience, où est-ce que j'en suis, l'autre personne peut poser des questions pour relever les angles morts, voir les limitations. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait aussi, et que je continue à faire, et que je trouve super cool, tu vois, parce que en tant qu'entrepreneur, tu es souvent bah, très seul, et bah, tu le sais bien, si t'es pas entouré de pairs qui ont les mêmes enjeux que toi, bah, on va dire entre guillemets, des gens qui sont pas entrepreneurs ont un peu du mal à comprendre. Donc je pense que c'est essentiel de pouvoir avoir cet échange avec un pair et cet effet miroir que tu peux avoir aussi, tu vois, avec un autre entrepreneur. Donc moi je recommande aussi bah, le coaching à fond, hein, et moi je suis coach, donc je peux que prêcher ma paroisse. Mais même si, ok, on n'a pas forcément envie d'investir sur soi dans un coaching, même si je pense que c'est nécessaire et que ça te fait faire des sauts quantiques, juste bah, trouver
trouver une personne avec qui vous avez un bon fit, pas forcément vous êtes forcément très proche, mais juste pour pouvoir avoir cet effet miroir et ce pas de recul où quelqu'un va le dire, ok, bah là Boris, tu déconnes, là, putain, ça fait 3 semaines, tu me racontes la même histoire, t'as toujours pas pris de décision en ce sens-là, parce qu'on se raconte beaucoup d'histoires tout seul, quoi. Donc moi, je peux que aller dans ton sens et en fait, ta santé mentale, j'ai envie de dire, c'est t'es capitaine du navire, donc au final, c'est toi, tu diriges une boîte. Donc en fait, si toi, t'es bien dans ta tête, si tu as une clarté dans ta tête, si t'es créatif, bah toutes tes équipes, il y a de fortes chances qu'elles suivent et qu'elles aient du coup la même dynamique. Si toi, dans ta tête, t'es perdu, t'as du mal à prendre des décisions, t'es crevé, t'es fatigué, t'es irritable parce que tu dors pas assez, machin, ça va se répercuter sur toute la boîte, quoi. Et pour moi, c'est essentiel J'aime bien cette idée de. J'ai lu récemment un bouquin qui s'appelle Conscious Leadership, qui est un très bon bouquin qui parle justement de ça, de comment incarner cet état d'esprit d'un leader avec un certain niveau de conscience, dans le sens être conscience de ses états émotionnels, prendre l'extrême ownership, c'est quelque chose, tu vois, qu'on parle souvent, c'est des concepts qui me parlent beaucoup, mais Très comment bon est-ce que livre. tu incarnes cette dynamique? Et pas de dire, ok, bah c'est la faute à l'autre, machin, ok, non, bah c'est la responsabilité, je l'assume. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, pour moi, on devrait, tu vois, je pense, plus investir sur nous. Et moi, j'en discute, tu vois, des fois avec d'autres personnes, certaines personnes comprennent pas pourquoi je dépense des milliers d'euros dans des formations pour me former auprès des meilleurs que je rencontre. C'est juste que pour moi, c'est un investissement, comme du coaching, comme ce que tu fais. Parce que tu vas être une meilleure personne, du coup, tu vas être plus épanoui dans ta life, et du coup, tu vas avoir plus de résultats dans ta vie, perso, pro. Euh, je pense que c'est en train de. Il y a un switch qui se fait en France où de plus en plus, tu vois, on a recours à des coachs, on va voir un psy, on va voir un thérapeute. Mais voilà, c'est pas encore tout à fait dans les mœurs, je trouve. Toi, est-ce que dans ton entourage d'entrepreneurs, c'est quelque chose que tu observes beaucoup, tu vois, de recours à des coachs, thérapeutes, prendre soin de soi, ou tu penses qu'il y a du boulot encore à faire? Alors, il y a beaucoup de boulot à faire. Si je devais, en fait, si je devais prendre un peu de hauteur, tu vois, euh, je comprends les gens qui voient d'un mauvais œil le fait d'investir sur soi, parce qu'en fait, ils appliquent à ça une pensée systémique, en se disant, c'est pas à nous, si on creusait un petit peu, ils diraient, c'est pas à nous d'investir dans notre santé mentale. Euh, c'est au système au global, c'est à nous de travailler sur le système au global pour faire en sorte que le système dans lequel on évolue, donc le système français, etc., le Hmm. système éducatif, le système de santé, le système social qui est le nôtre, nous permettent d'avoir une bonne santé mentale, grosso modo. Et permettent aux communs des mortels, qui permettent à la majorité des Français de ne pas avoir de soucis de santé, grosso modo, tu vois. Et en fait, moi, je peux qu'aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que tous les problèmes qu'on va résoudre avec justement du coaching, avec de la montée en compétences, sont des initiatives individuelles qui nous permettent de parfaire à des lacunes systémiques. Hmm. Et je peux pas m'empêcher de pas voir ça comme ça, tu vois. Je comprends. Enfin, de voir ça comme ça, pardon. Et le truc, c'est que le développement personnel, lui, il apporte une lecture très individualiste, bah, parce que ça découle d'une culture très anglo-saxonne et on comprend donc, tu vois. Mais apporte une approche très individualiste à des problèmes qui sont systémiques. Et donc, c'est là que ça coince, tu vois. Et c'est pour ça que derrière, t'as cette dichotomie. Tu vas avoir des philosophes qui vont des politologues et tout qui vont des sociologues qui vont euh, prôner le systémique, mais sans voir qu'à un moment donné, bah, tu as des individus qui n'ont pas d'autre choix que d'avoir recours à des approches individuelles, enfin à des, Hmm. des initiatives individuelles, tu vois. Donc en fait, bah, je garde ça en tête en me disant, bah ouais, en fait, je comprends, tu vois, ils ont raison. Vraiment, les gens qui voient ça d'un mauvais œil dans l'absolu, parce qu'ils se disent qu'on perpétue justement on a
par nos initiatives personnelles, on apporte une validation à des lacunes systémiques qu'on contribue par accord tacite à perpétuer, bah, je comprends en fait que ça pose problème. Mais à un moment donné, bah ouais, il y a cette nécessité quand même, à court terme, de résoudre ces problématiques-là individuelles. Donc ouais, je le fais. Je suis le premier à prôner la nécessité d'investir sur soi. Je suis le premier à placarder un peu partout que bah, une boîte, c'est la somme de ses compétences, c'est la moyenne de ses talents, que les performances d'une boîte retombent toujours au niveau de ses incompétences, et que ça commence par celui qui en est à la tête, le dirigeant, la Mhm. dirigeante, et que donc le premier goulet d'étranglement, ça va être les incompétences, ça va être les barrières mentales, ça va être les incapacités du CEO, du fondateur, de l'entrepreneur. Et que donc, si tu veux mécaniquement faire grossir une boîte, bah, tu fais progresser le premier goulet d'étranglement, c'est-à-dire l'entrepreneur. Donc oui, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du bon sens business, business étant capitalistique par design, tu vois, donc individualiste par design. Il y a quelque chose de l'ordre du bon sens business que d'investir le plus tôt possible sur soi. Et donc j'entends se payer le plus tôt possible. Pour moi, c'est C'est une clair. nécessité absolue. Et j'entends investir le plus vite possible ton cash flow, donc l'argent que tu peux te permettre d'investir dans ta progression mentale, en termes de mental, en termes de compétences, en termes d'équilibre psychologique, et ainsi de suite. Donc ouais, pour moi, c'est de l'ordre de l'indispensable. Mais je comprends les gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'y voir un problème plus profond. Je te rejoins, ouais. En fait, dans l'absolu, ils ont raison, tu vois, à mon sens. Je suis d'accord Bah, avec toi. j'ai fait une grosse réponse un peu, mais c'était Non, pour non, mais je t'expliquer un suis, peu mon dilemme interne par rapport à ça, tu vois. je suis vachement d'accord avec toi parce que en France en plus, bah, comme tu disais, on a un système de santé qui est public. Donc en fait, tu vois, moi je vois autour de moi plein de gens qui comprennent pas qu'on va aller, je sais pas, chez l'ostéo ou encore même que l'ostéo maintenant c'est remboursé par la mutuelle, mais aller chez thérapie alternative, aller chez un coach parce que c'est pas remboursé quoi. Donc en fait, donc ça recoupe avec ça et je pense que c'est une question de culture. Mais petit à petit, on se rend compte aussi que le système, on va dire, de santé français a ses limites, dans une certaine mesure, parce qu'il répond pas à tous les problèmes, bah, notamment sur, bah, tu vois, on parlait du stress. Tu vas aller chez ton docteur, au mieux il va te mettre en arrêt, sinon il va te dire que c'est dans ta tête ou que tu vas prendre un peu de vitamine C, tu vois. Donc je pense que c'est lié un peu à ça aussi, quoi. La gestion de la psyché en France, je sais jamais si ça se dit psyché ou psyché. Bon, psyché, en France, c'est quand même catastrophique. Bah ouais, t'as ce truc-là où on fait pas le lien entre bah, la psyché et le corporel, quoi. Et en fait, on distingue beaucoup les deux, alors qu'en fait, c'est la même, c'est les deux pièces d'une même facette, quoi. Tu vois, donc, mais petit à petit, moi, je vois quand même, pour être dans le milieu, que, tu vois, il y a de plus en plus d'ouvertures qui se font, et on parle aujourd'hui de santé intégrative, dans le sens où on va intégrer un médecin, avec un ostéo, avec un thérapeute, avec un kiné, ça avance. Doucement mais sûrement, mais c'est sûr on est à la bourre et faut s'inspirer d'autres pays, quoi. Écoute, Benoît, je vais t'emmener vers la dernière partie du podcast. Je pose quelques questions à tous mes invités. Euh, la première question que je pose à mes invités, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi être aligné? C'est profond. On est reparti pour 1 heure et demie, là? Ouais. Si t'as Non, du je vais temps. m'efforcer. Je vais m'efforcer d'être le plus synthétique possible, donc je vais m'autoriser 5 petites secondes de réflexion. Hmm. Je dirais qu'être aligné, et là je réponds vraiment de façon très spontanée, mais c'est
si on regarde ce que c'est une ligne, c'est une suite de points. Tu vois, c'est une suite de plein de petits points qui s'enchaînent jusqu'à créer un truc continu. Tu vois. En fait, c'est déjà savoir quels sont les points. Voilà, donc c'est savoir de quoi est faite ta ligne, Mhm. de quel matériau c'est fait. On parlait du jeu tout à l'heure, à quel jeu je joue. Mhm. Est-ce que moi, ma ligne, elle doit être toute droite ou elle doit être plutôt incurvée? Est-ce qu'elle doit être en zigzag? Est-ce que ma ligne, elle est faite comme on l'a dit, de plein de petits points de différentes couleurs parce que moi, je suis un mec des focus? Ou d'une seule couleur parce que moi, je suis un mec du focus? Donc en fait, l'alignement, pour moi, je le définirais comme déjà se pose la question de la physionomie de sa Mhm. ligne, quoi, tu vois. Et une fois que t'as compris quelle ligne t'as envie de tracer, bah tu la traces, mec. T'y vas. Pour moi, l'alignement, c'est ça, c'est se poser la question de quelle ligne, ouais, de quelle ligne avant tout, quoi. C'est beau, c'est poétique et à la fois pragmatique. J'adore ce truc. Trop cool. Est-ce que... Tu m'as pris au dépourvu. Ouais, non, mais j'adore parce que ta réponse, en plus, on dirait que tu l'as travaillé, mais belle, j'adore. Euh, Est-ce que t'as un livre à me recommander sur un sujet que tu veux? Alors, pas sur l'écartèlement au Moyen-Âge, peut-être, mais pas que, pourquoi pas. C'est pas, c'est, c'est pas le sujet le plus. C'est pourquoi, parce que en fait, c'est pourquoi je me suis intéressé à ça, c'est parce que à la base, je m'étais intéressé. Mon rabbit hole précédent, c'était Game of Thrones. Ouais, Donc, je me suis tapé une énorme obsession de quelques jours sur Game of Thrones où j'ai tout poncé sur la série, sur tous les plans. Et chef-d'œuvre absolu, sauf la dernière saison, bref. Euh, mais en gros, ouais, pour les livres, si j'ai deux livres, alors on va parler business. C'est marrant parce que c'est une question qui a été posée par un client la semaine dernière. Je peux en recommander plusieurs ou pas? ouais, vas-y. Ouais. Si on parle business, j'ai deux livres et deux PDF à recommander. Euh, les deux livres d'Alex Hormozy. Très cool. Pour moi, c'est de l'ordre du double chef-d'œuvre. Enfin, trop fort, quoi. Vraiment, là où 99% des livres, notamment anglo-saxons, sont 10% de valeur, 80% de storytelling, là, c'est l'inverse. C'est tout l'inverse. 90% Je de suis valeur, c'est d'accord. incroyable de condenser. Donc, $100 million offer et $100 million leads. Incroyable. Ils sont gratuits en plus. Il les a publiés en livre audio sur Ouais, son podcast. Donc, il n'y a aucune excuse. Les lettres aux actionnaires dispo en PDF sur Google facile de Jeff Bezos. ok. Donc, c'est un MBA en quelques dizaines de pages. C'est hallucinant. Et après, les notes de lecture à Harvard de Peter Thiel. Ouais, Donc, il a donné une grosse conférence sur un semestre sur l'innovation, les startups et la place des startups au sein de la macroéconomie, grosso modo. Et c'est pareil, c'est fascinant. Donc, ce serait les lectures business, grosso modo, que j'aurais recommandé. Et puis après, moi, dernièrement, il y a un livre qui m'a vraiment mindfuck. C'est l'avant-dernier livre de Bernard Werber, ouais. que je lis depuis que je suis tout petit. J'adore ce gars. Et La Diagonale des Reines, pour moi, c'est un bijou de construction d'intrigue. Vraiment, il a écrit des livres de fou, mais il n'a pas fait mieux pour moi en termes d'intelligence d'écriture. Pas dans le style, mais d'intelligence de structuration d'intrigue, quoi. C'est hallucinant, trop fort. Et on parlait d'échecs tout à l'heure. En gros, bah, son roman, c'est un grand échiquier. Et c'est juste brillantissime. Donc ça serait les lectures qui spontanément me viennent là. Une belle liste. Merci beaucoup. Et une dernière question, est-ce que tu aurais un invité à me recommander sur ce podcast que tu aimerais bien voir passer?
Toi non, Georges de Walaxy, direct. Ouais, ok. Trop cool. Bah écoute, Direct. C'est un des mecs que j'apprécie le plus dans ce game. Et il est trop cool. Et ça fait partie des gens avec qui je pourrais aller marcher dans les vignobles. Tu et bah écoute, avec plaisir du coup, tu me feras une petite mise en relation pour que vois. je Avec plaisir. l'invite. Trop cool. Et dernière question qui n'en est pas vraiment une, mais où est-ce qu'on te suit? Bah, il y a LinkedIn, mais où est-ce que tu recommanderais d'aller voir ce que tu fais, ce que Euh, fait Scalesia pour tous ceux qui ont matché un ouais, petit peu avec cette conversation? bah, le moyen de me voir le plus souvent, ça va être LinkedIn, effectivement. On sort 2 vidéos par semaine sur YouTube. Peut-être bientôt plus, mais pour l'instant, 2 vidéos par semaine. On parle vraiment là, pour le coup, business, etc. On a notre newsletter, la missive, où là, on parle aussi business. Pareil, 2 éditions par semaine, où là, on va vous donner vraiment du l'ultra concret. Donc là, c'est vraiment très pragmatique et tout, des outils, des cours, des méthodes et tout, voilà. La proposition de valeur, c'est on vous fait passer, c'est la newsletter qui se fait passer de 0 à 1 million d'euros par an de CA. Et après, bah, il y a ma newsletter perso, où là, il n'y a pas de règle. Je vais t'envoyer entre, grosso modo, 3 et 5, 6 éditions par semaine. Et là, c'est mon déversoir où je vais partager de tout ce dont j'ai envie de parler, de business, de philo, de sociaux, de neurosciences, de biologie, enfin, de tout ce qui m'intéresse. Et il n'y a pas vraiment de règle, c'est un petit peu mon laboratoire personnel. Et c'est sur Substack et on peut se retrouver là-bas. Trop cool. Je recommande pour la suivre depuis quelques temps, c'est trop cool. Avec plaisir. Bah écoute, je te remercie Benoît, c'était une conversation passionnante, je me suis bien régalé, j'espère que toi aussi. Ouais, trop cool. On refait ça quand tu veux. Bah trop cool. Bah je te remercie et puis on se dit à très vite. À très vite. Merci pour l'invitation. Ciao.